Mes parents ont récompensé mon frère avec un nouveau camion pour avoir volé ma copine, puis m'ont demandé de l'aider après son accident, mais j'ai refusé. La première fois que je ai vu ce camion, le Ford F-150 rouge sang brillant, ce n'était pas juste un véhicule. Ce était un monument. Un témoignage étincelant à 4 roues de tout ce qui ne allait pas dans ma vie, avec ma famille, avec la femme que je pensais que je allais épouser. Et il était garé juste dans la allée de mes parents, un nœud géant et odieux collé sur le capot, comme un cadeau de Noël tordu au milieu de juillet. Tout a mal tourné il y a environ 1 an et demi, mais le sol, mec, le sol avait été instable sous mes pieds pendant bien plus longtemps que cela. Cela tournait toujours autour de lui, autour de mon frère aîné, Alex. Le garçon en or, le quart arrière vedette au lycée, celui qui pouvait charmer les oiseaux des arbres et, apparemment, ta petite amie juste sous ton nez. Maman et papa, ils vénéraient le sol sur lequel ils marchaient. Tout ce que Alex faisait était brillant, était exceptionnel. Moi je suis Tom. Tom le fiable, Tom le silencieux, Tom le gars qui dirige une petite librairie indépendante. Pas exactement en train de mettre le feu au monde à leurs yeux, tu sais je ne suis pas médecin, pas avocat, pas un fonceur comme Alex, qui courait toujours après une opportunité commerciale tape à l'œil et à haut risque qui ne se concrétisait jamais tout à fait mais qui sonnait toujours impressionnante. Et puis il y avait Clara. Clara et moi, nous étions ensemble depuis près de 4 ans. Nous étions sérieux. Nous avions choisi une bague, un saphir antique simple et magnifique dont elle était tombée amoureuse. Nous parlions de emménager ensemble, de un avenir. Elle était Dieu, elle était tout pour moi. Elle aimait les livres, aimait la vie tranquille, aimait passer des heures dans ma petite boutique, juste à parcourir, une tasse de thé à la main. Ou du moins je le pensais. Peut-être que je voyais juste ce que je voulais voir. Alex est revenu en ville il y a environ 2 ans. Il avait été dans une grande ville, soi-disant en train de faire fortune dans la promotion immobilière. Il est revenu avec une nouvelle garde-robe tape à l'œil, une imitation de Rolex qui avait toujours l'air assez convaincante, et tout un tas de histoires sur des affaires de haut vol et des fêtes VIP. Maman et papa, ils étaient aux anges. Leur fils prodigue, revenu en héros conquérant. Et, bien sûr, Alex a remarqué Clara. Comment aurait-il pu ne pas la remarquer, elle est magnifique. Et Alex, il a ce radar pour les belles femmes. Surtout si elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Ce est comme un sacré sport pour lui. Il a commencé à mettre le charme, épais et rapide. Les blagues spirituelles, les compliments extravagants, les phrases du genre « Waouh, Tom, tu es un homme chanceux, où as-tu trouvé ce bijou ?» le tout livré avec ce sourire facile et confiant qui lui est propre. Clara, elle s'est épanouie sous son attention. Riant plus fort, ses yeux brillaient davantage. Ce était comme regarder une fleur se tourner vers un soleil plus brillant et plus excitant. Je ai essayé, mec, je ai vraiment essayé de ne pas être ce gars-là. Le petit ami jaloux et peu sûr de lui. Mais ce était difficile. Alex a commencé à se montrer à ma librairie, juste pour dire bonjour à Clara, prétendait-il, sachant qu'elle aimait souvent les week-ends. Il l'a emmenée prendre un café, juste pour rattraper le temps perdu, apprendre à mieux connaître la fille de mon petit frère. Ils ont commencé à avoir ces longues conversations chuchotées, pleines de blagues internes auxquelles je n'étais pas au courant. Clara a commencé à s'habiller différemment, un peu plus provocante. Ses excuses pour être en retard, pour annuler nos plans, elles sont devenues plus fréquentes, plus élaborées. Oh, Alex avait besoin de aide pour une présentation pour un nouveau développement. Alex m'a invité à cette ouverture de galerie exclusive, ce est génial pour le réseautage. Les petits drapeaux rouges, ils surgissaient partout, mais je continuais à essayer de les chasser, me convainquant que je étais juste paranoïaque. Puis est venu le jour du camion. Ce était un samedi. Mes parents avaient convoqué une réunion de famille, ce qui signifiait généralement que Alex avait un nouveau plan brillant qu'il voulait qu'il finance, ou qu'il s'était mis dans de petits ennuis dont il avait besoin qu'il le sorte. Je y suis allé, m'attendant à la routine habituelle. Clara est venue avec moi. Elle avait été distante toute la semaine. Fuyante. Nous sommes tous réunis dans le salon, et mon père, il se lève, rayonnant comme s'il venait de gagner le prix Nobel. « Eh bien, les amis, annonce-t-il, votre mère et moi avons de très bonnes nouvelles. Et une petite surprise pour notre Alex. » Alex, il sourit simplement, tout suffisant et satisfait de lui-même. Clara, assise à côté de moi sur le canapé, elle lui a serré le bras. Son bras. Pas le mien. Alex, dit ma mère, sa voix toute larmoyante de fierté,
tu as toujours été un tel fonceur, si ambitieux. Et maintenant que tu es de retour, et que tu es bien, tu es clairement en train de réussir brillamment, ton père et moi, nous voulions te montrer à quel point nous sommes fiers. À quel point nous croyons en toi. Et puis, mon père, il ouvre grand la porte des entrées, fait un geste dramatique vers la allée. Tada, et là il était. Ce fichu camion rouge. Étincelant sous le soleil de après-midi. Grand comme une fichue maison. Avec ce stupide nœud dessus. Alex, il pousse un cri de joie, saute sur ses pieds, sprint pratiquement dehors. Mes parents suivent, roucoulant et s'agitant autour de lui comme s'il venait de guérir le cancer. Et Clara se lève, lentement. Ses yeux sont fixés sur ce camion. Et puis elle regarde Alex. Et le regard sur son visage se hâtait comme si elle voyait son avenir. Un avenir brillant, étincelant, cher. Elle s'est tournée vers moi. Et il n'y avait rien dans ses yeux. Aucune excuse. Aucun regret. Juste un regard froid et calculateur. Eh bien, Tom, dit-elle, sa voix un peu trop vive, un peu trop cassante, on dirait que Alex va vraiment loin. Des endroits excitants. Puis, elle est sortie. Elle est allée directement vers ce camion, où Alex était déjà au volant, faisant vrombir le moteur comme un jeune frimeur. Il s'est penché, lui a ouvert la portière passager. Et elle est montée. Sans un regard en arrière. Mes parents, ils sont juste restés là, sur le porche, rayonnant devant leur garçon en or et son nouveau prix. Comme si ce était la chose la plus naturelle, la plus merveilleuse au monde. Je ne pouvais plus respirer. Ce était comme si elle avait été aspirée de la pièce, de mes poumons, de ma vie. Je ai regardé mes parents. Vous êtes sérieux et je réussis à étouffer. Vous lui avez acheté ce camion après ça ma mère, elle a en fait eu l'audace de paraître offensée. Maintenant, Tom, ne gâche pas le moment. Alex mérite un peu de succès. Et Clara est bien, mon cher, soyons honnêtes. Alex peut lui offrir un autre genre de vie. Une vie plus excitante. Tu devrais être heureux pour eux. Mon père, il m'a juste tapé sur l'épaule, un geste dur et dédaigneux. Fils, dit-il, ce ton condescendant qui me faisait toujours bouillir le sang, tu dois apprendre à être un peu plus ambitieux. Comme ton frère. Tu veux un beau camion comme ça va le gagner. Arrête de compter sur les aumônes. Les aumônes. Moi. Le gars qui avait travaillé comme un forcené depuis ses 16 ans, construisant sa propre entreprise à partir de rien, pendant que Alex essayait encore de se trouver sur leur dos. Je ne lui ai pas dit un autre mot. Je ai juste fait demi-tour, je suis sorti de cette maison, la maison où je avais grandi, la maison qui me semblait soudainement un pays étranger. Je suis monté dans ma vieille camionnette fiable, payé avec mon propre fichu argent, et je ai conduit. J'y ai conduit jusqu'à ce que les lumières de la ville disparaissent derrière moi. J'y ai conduit jusqu'à la petite ferme de mes grands-parents, nichée dans la campagne tranquille. Nana et Papy. Ils sont le sel de la terre, ces deux-là. Ils ont jeté un coup d'œil à mon visage, au regard brisé dans mes yeux, et Nana m'a juste serré dans ses bras, une étreinte qui sentait la cannelle et les vieux livres. Papy, il a juste posé une main sur mon épaule, sa poigne forte et ferme. Entre, fiston, dit-il, sa voix rauque de larmes contenues. On dirait que tu as besoin d'un remontant. Et d'une longue conversation. Je ai emménagé avec eux. Je ne pouvais pas supporter de retourner à mon appartement, au fantôme de Clara, à la vie qu'ils avaient tous si négligemment, si cruellement, démantelée. Je me suis jeté à corps perdu dans le aide à papy à la ferme, dans mes livres, dans le rythme tranquille de leur vie. Et lentement, très lentement, je ai commencé à guérir. Les appels, les textos, ils ont commencé, bien sûr. Mes parents, essayant de me raisonner. Essayant de me faire voir la raison. Essayant de me faire pardonner et oublier. Tom, disait ma mère, sa voix toute mielleuse et inquiète, Alex et Clara sont tellement incroyablement heureux. Ce nouveau camion, il est juste parfait pour eux. Il prévoit déjà une escapade de week-end à la côte. Tu devrais vraiment essayer de être heureux pour ton frère, mon cher. Ce n'est pas comme si toi et Clara étiez réellement mariés, après tout. Juste en couple. Juste en couple. 4 ans de ma vie. Juste en couple. Et Tom, intervenait mon père, sa voix tonitruante de fausse bonhomie, tu dois surmonter ce petit contretemps. Arrête de te apitoyer sur ton sort. Sors, gagne de l'argent pour de vrai.
Tu veux un camion de luxe comme celui de Alex, eh bien, fiston, tu dois le gagner. Personne ne va te le donner tout cuit. Le ironie, elle était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner sur du pain grillé. Laura non, Clara, bon sang, Clara elle aime envoyer aussi ses textos suffisants et exaspérants. Des selfies d'elle et Alex dans ce fichu camion rouge, souriant comme des chats du Cheshire. Des photos d'eux dans des restaurants chers, elle dégoulinant de nouveaux bijoux. Des légendes comme vivre notre meilleure vie #promotion #aucun regret. Chacun était un nouveau coup de poignard, une torsion délibérée du couteau. Je les ai tous bloqués. Mes parents. Alex. Clara. Je les ai effacés de mon téléphone, de mes médias sociaux, de ma vie. Ou du moins j'y ai essayé. Ce était une période solitaire. Mais aussi étrangement libératrice. Pour la première fois, je ne vivais plus dans le ombre de Alex. Je n'essayais plus de me mesurer aux normes tordues de mes parents. Je étais juste Tom. Lisant mes livres. Aidant papy. Pensant. Je ai commencé à me concentrer sur ma librairie. Cela avait toujours été un projet passion, un travail de amour. Mais maintenant, ce est devenu mon objectif. Je ai commencé à organiser des événements avec des auteurs, des lectures de poésie locale, des heures du conte pour enfants. Je ai redessiné la disposition, ajouté des sièges plus confortables, créé un petit coin café à l'arrière. Et les gens ont commencé à venir. Pas seulement pour les livres, mais pour l'atmosphère. Pour la communauté. La librairie de Tom, elle a commencé à devenir un véritable lieu. Un havre de paix. La vie a commencé à trouver un nouveau rythme. Un rythme calme et régulier. Je n'étais pas riche. Je ne conduisais pas un camion de luxe. Mais je étais content. Ou en passe de le devenir. Je ai même commencé à sortir timidement à nouveau. J'y ai rencontré une femme, Sarah, une artiste locale. Gentille, douce, avec un rire qui me rendait le cœur plus léger. Puis, environ 8 mois après la grande trahison du camion, je ai reçu un appel. De mon père. La première fois que je avais débloqué son numéro et que je avais effectivement décroché depuis tout ce temps. Il avait le air différent. Pas tonitruant. Pas condescendant. Juste effrayé. Tom, dit-il, sa voix toute tendue et tremblante, tu dois nous aider. Ce est Alex. Il a accidenté le camion. Mon sang se glaça. Pas par inquiétude pour Alex, plus maintenant. Mais avec un sentiment écœurant de inévitabilité. Est-il blessé et je demandai, ma voix plate, dépourvue de émotion. Il est vivant, balbutia papa. Mais le camion Tom, il est complètement détruit. Et il buvait, Tom. Il a grillé un feu rouge. Il a percuté une autre voiture. Il y a des blessés graves. Le autre conducteur elle est dans un état critique. La police il parle de accusation de crime. Homicide par négligence, si elle ne s'en sort pas. Je ai juste écouté, un œuf froid et dur se serrant dans ma poitrine. Le garçon en or, ramené brutalement sur terre. Littéralement. Nous avons besoin de argent, Tom, plaida papa, sa voix se brisant. Pour un avocat. Le meilleur avocat. Nous n'avons pas cela. Nous avons mis tout ce que nous avions pour aider Alex avec sa nouvelle entreprise. Celle pour laquelle il avait utilisé le argent de la vente de leur maison pour investir, celle qui était censée les rendre tout millionnaires. Celle qui, je le soupçonnais, elle n'était qu'un autre des rêves chimériques de Alex. Et je demandais, ma voix toujours plate. Toujours vide. Et nous espérions peut-être que tu pourrais nous aider, fiston. Juste cette fois. Pour Alex. Pour la famille. Nous sommes désespérés. Pour la famille. C'est ça. La famille qui m'avait jeté comme les ordures de la veille. Papa, et je dis, ma voix comme du silex ébréché, te souviens-tu de ce que tu m'as dit le jour où Alex et Clara sont partis dans ce camion rouge flambant neuf, me laissant planter dans ton allée comme un imbécile. Silence. Un long, lourd silence. Puis, un marmonnement d'effet, que dis-tu, Tom? Tu m'as dit de travailler plus dur, papa. De économiser. De sortir et de gagner mon propre fichu camion si je en voulais un. Tu m'as dit que Alex était le gagnant, et que j'y étais le perdant. Tu m'as dit de surmonter cela, de arrêter de me morfondre. Plus de silence.
Puis, la voix de ma mère, stridente et empreinte de panique, en arrière-plan. Dis-le lui, Franck, dis-le lui qu'il doit t'aider, il est son frère, il doit. Alors maintenant, papa, et je continuais, ignorant ses cris désespérés, maintenant que ton garçon en or a bel et bien tout fichu en LR, maintenant qu'il risque une peine de prison sérieuse, maintenant que ton précieux camion symbole de statut social est une épave de métal tordu, maintenant tu te souviens soudainement que je fais partie de la famille, maintenant tu as besoin de mon aide, maintenant tu viens ramper vers le perdant. Tom, s'il te plaît, supplia papa, sa voix brisée. Il est ton frère. Il a fait une terrible erreur. Une erreur stupide et terrible. Une erreur et je ris, ce même son dur et brisé de ce jour affreux. Cela me fit étrangement du bien de le laisser sortir. Non, papa. Ce n'était pas une erreur. Ce était Alex étant Alex. Irresponsable. Téméraire. Privilégié. Arrogant. Exactement comme il a toujours été. Exactement comme maman et toi elle avait toujours encouragé à être. Nous te rembourserons, Tom, dit-il, sa voix épaisse de larmes non versées. Nous le promettons. Chaque centime. Nous trouverons un moyen. Me rembourser et je dis, les mots dégoulinant d'un sarcasme que je ne savais même pas que je possédais. Comment, papa, avec quoi vous avez vendu votre maison, votre sécurité, pour ces plans farfelus? Vous avez investi tout votre argent, votre avenir, dans ces fantasmes. Il ne vous reste rien. Vous vivez dans une petite location, vous vous souvenez. Nous trouverons quelque chose, dit-il, le désespoir griffant sa voix. Nous devons sortir Alex de là. Nous ne pouvons pas le laisser aller en prison. Non, papa, et je dis, et ma voix était aussi froide et dure que le acier avec lequel je travaillais dans le vieil atelier de papy. Vous trouverez quelque chose. Toi, maman, et votre précieux Alex. Ce est votre désordre. Vous l'avez créé, vous l'avez nourri, vous l'avez célébré. Maintenant vous devez vous y coucher. Vous devez le nettoyer. Mais il va en prison, Tom, il pourrait perdre des années, des décennies de sa vie, son avenir, il sera ruiné. Et je dis, le seul mot flottant dans les airs comme un glas. Peut-être que un peu de temps dans une boîte en béton, à regarder 4 murs, lui apprendra enfin une fichue responsabilité. Quelque chose que maman et toi avez clairement, spectaculairement, échoué à faire. Comment peux-tu être si cruel, si insensible, hurla ma mère, arrachant le téléphone à papa. Sa voix était un torrent de accusations et de apitoiement sur soi. Il est ton frère, ta propre chair et ton propre sang, nous sommes tes parents, nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, comment peux-tu nous tourner le dos maintenant, à notre heure de besoin? Elle m'a tout donné et je dis, ma voix dangereusement calme maintenant, le calme avant la tempête. Non, maman. Tu as tout donné à Alex. Tu lui as donné des excuses. Tu lui as donné un chèque en blanc. Tu lui as donné un piédestal sur lequel se pavaner. Tu lui as donné ma petite amie, mon fichu avenir, et tu l'as emballé dans un camion flambant neuf. Et qu'est-ce que tu m'as donné, maman, qu'est-ce que tu m'as jamais donné des miettes? La deuxième place. Le message constant et lancinant, délivré haut et fort, que je ne étais pas assez bien. Que je ne l'étais pas à la hauteur. Que je ne comptais pas. Tu veux mon aide maintenant, et je continuais, la colère, froide, contrôlée et juste, trouvant enfin sa pleine voix, une voix que je ne savais pas que je possédais. Tu veux que je sauve le frère qui m'a trahi, qui m'a humilié, qui a souri en partant avec ma vie dans ce fichu camion que tu lui as acheté comme une fichue récompense. Tu veux que j'y aide les parents qui sont restés là et l'ont applaudi, qui m'ont dit que j'y étais le problème, qui m'ont donné un coup de pied quand j'y étais déjà à terre, qui ont ensuite eu l'audace de salir mon nom et de essayer de retourner tout le monde contre moi quand je me suis enfin défendu. Vous pouvez tous aller au diable, et je dis, chaque mot précis, délibéré, final. Et je ai raccroché le téléphone. Les appels, bien sûr, n'ont pas cessé. Ils sont devenus plus désespérés. Plus frénétiques. Mes parents, laissant des messages vocaux larmoyants et suppliants. Alex, depuis un téléphone prépayé qu'il avait réussi à dénicher, sa voix un gémissement pathétique, suppliant, promettant, menaçant. Même Clara, pouvez-vous croire ce culot m'appelant, sanglotant à quel point elle était désolée, comment elle avait fait une erreur monumentale, comment peut-être, juste peut-être, si j'y aidais Alex, nous pourrions quoi ramasser les morceaux de la vie qu'ils avaient brisés, recommencer comme si rien de tout cela, aucune trahison, aucune douleur, aucune humiliation, ne était jamais arrivée. Je ne ai répondu à aucun des entre eux. J'y ai bloqué leur nouveau numéro.
J'y ai encore changé mon propre numéro, cette fois pour de bon. Puis, la inévitable offensive sur les médias sociaux a commencé. Ma mère, mon père, même certains de leurs parents plus crédules et facilement manipulables, ils ont commencé à publier sur moi. Des inepties vagues et passives agressives au début. Sur les enfants ingrats qui oublient leurs racines. Sur l'importance de la loyauté familiale, quoi qu'il arrive. Sur certaines personnes étant tellement consumées par le amertume, qu'elles ne peuvent pas trouver dans leur cœur de pardonner, même lorsque leur propre chair et leur propre sang sont confrontés à la ruine. Puis, ce est devenu plus direct. Plus vicieux. Plus calomnieux. Notre fils, Tom, a abandonné sa famille sans cœur à leur heure la plus sombre de besoin. Certaines personnes sont si froides et impitoyables, qu'elles ne peuvent pas trouver dans leur cœur de montrer de la compassion, même lorsque leur propre frère bien-aimé est confronté à une terrible injustice. Nous avons tout sacrifié pour lui, elles l'avons nourri, elles l'avons aimé, et voici comment il récompense notre vie de dévouement. Avec cruauté, avec indifférence, avec un cœur de pierre. Il est mon dépeint comme le méchant de la pièce. Le fils froid, sans cœur, ingrat qui ne lèverait pas le petit doigt pour aider son pauvre frère malheureux et incompris, ses parents désemparés, aimants et patients. Ils ont tordu le récit, omis les faits gênants, massé la vérité jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable. Ils ont fait croire que c'était moi qui les avais trahis, que c'était moi qui étais déraisonnable, qui était cruel, qui était dépourvu de sentiments familiaux. Et les gens, certaines personnes, ils y ont cru. De vieux amis de la famille, ceux qui ne voyaient que la façade soigneusement entretenue. Des parents éloignés, toujours avides d'un peu de drame. Des gens qui ne connaissaient qu'un côté de la histoire, leur côté soigneusement élaboré et intéressé. Je ai commencé à recevoir des messages, transmis par Nana et Papy, qui étaient, à ce stade, au-delà de la fureur en mon nom. Des messages moralisateurs. Des messages condamnatoires. Comment as-tu pu tourner le dos à ta famille aimante comme ça, Tom, tes pauvres parents, ils sont absolument navrés par ta cruauté. Alex a fait une erreur, bien sûr, mais tout le monde mérite une seconde chance, un peu de aide de sa famille. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La rupture finale et définitive de toute trace persistante et microscopique de obligation ou de devoir familial que j'y aurais pu encore nourrir au plus profond de moi. Je ne l'ai pas interagi avec eux en ligne. Je ne l'ai pas essayé de discuter dans la section des commentaires. Je ne l'ai pas essayé de me défendre contre leurs mensonges sur leur scène publique. À quoi bon il m'avait déjà montré qui ils étaient. À plusieurs reprises. Je ai coupé le cordon. Pour de bon cette fois. Absolument, irrévocablement. J'y ai appelé Nana et Papy. Je leur ai tout raconté. Ils étaient dégoûtés, navrés pour moi, mais pas surpris par la profondeur de la dépravation de mes parents et de Alex. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé, Tom, dit Papy, sa voix comme du gravier. Laisse-les se coucher dans le lit qu'ils ont fait. Tu ne leur dois rien. Moins que rien. Nana m'a juste tenu la main, ses yeux pleins d'un amour féroce et protecteur dont je ne avais pas réalisé à quel point il me manquait de la part de mes propres parents. J'y ai vendu ma part de la librairie à mon assistante directrice, une jeune femme brillante et travailleuse qui méritait sa chance. J'y ai emballé mes quelques effets personnels, mes livres, le peu qu'il me restait qui comptait vraiment pour moi. Et je suis parti. J'y ai déménagé dans une nouvelle ville, un nouvel état, à des centaines de kilomètres. Je ne l'ai dit à personne où j'y allais, sauf à Nana et Papy. Je leur ai donné un nouveau numéro de téléphone prépayé intraçable, juste pour nous. Cela fait environ 1 an depuis. Je ai recommencé à zéro. Complètement. J'y ai un petit appartement au-dessus d'une vieille librairie de occasion calme et poussiéreuse ici. Je travaille à temps partiel dans la librairie, entouré de la odeur réconfortante de vieux papier et d'encre. Et j'y écris. J'y ai toujours voulu écrire. Drôle, non, tout ce tumulte, toute cette douleur, cela m'a finalement donné quelque chose à dire. C'est calme ici. C'est paisible. Je suis lentement, soigneusement, minutieusement, en train de construire une nouvelle vie. Une vie sans eux. Une vie sans leurs drames constants, leurs trahisons sans fin, leurs attentes démesurées et écrasantes. Est-ce qu'ils me manquent parfois? Pas eux, pas les personnes qu'ils se sont révélés être. Mais je regrette le idée de eux. Le idée de la famille que je pensais avoir, la famille que je souhaitais désespérément avoir, quand j'y étais enfant, avant de comprendre les dynamiques toxiques en jeu. Mais je ne regrette pas la réalité de eux. Pas une seule,
unique seconde. Alex, la dernière fois que j'y en ai entendu parler, par Nana et Papy qui reçoivent encore de temps en temps des nouvelles non sollicitées de un parent éloigné rongé par la culpabilité, il a eu un avocat correct, probablement un défenseur public surchargé de travail et sous-payé, puisque mes parents n'avaient vraiment plus rien à lui donner et a réussi à plaider coupable pour une accusation moins grave. Il a fait quelques travaux des intérêts généraux, a eu une lourde amende qu'il paiera pour le reste de sa misérable vie, a perdu son permis pour un bon bout de temps. Le camion rouge brillant, bien sûr, était une perte totale. L'assurance a probablement couvert une partie, mais pas tout. Mes parents, j'y imagine, paient encore d'une manière ou d'une autre la facture de son idiotie, probablement en maximisant des cartes de crédit qu'ils ne peuvent pas se permettre. Clara, elle est bien, elle est Clara. Probablement déjà accrochée à sa prochaine nouvelle opportunité excitante, son prochain gagne-pain. Bonne chance à elle. Elle en aura besoin. Elle a brûlé beaucoup de ponts. Mes parents, je ne sais pas. Et plus important encore, je ne demande pas Nana et Papy, ils me donnent des nouvelles parfois, mais j'y essaie de ne pas m'y attarder. Ils ont fait leur choix. Ils ont constamment, à plusieurs reprises, choisi leur garçon en or, leur précieux Alex, plutôt que moi, plutôt que la justice, plutôt que la décence commune. Et ils ont perdu leur autre fils, le silencieux, le fiable, celui qu'ils ont toujours pris pour acquis, dans le processus. Leur perte. Pas la mienne. Moi je suis toujours là. Toujours debout. Toujours en train de construire. Et cette fois, je construis pour moi-même. Selon mes propres termes. Avec mes propres règles. Et cela, mec, cela semble plus réel, plus solide, plus authentiquement précieux, que n'importe quel camion neuf brillant, n'importe quelle somme d'argent, n'importe quel frisson éphémère et superficiel, ne pourrait jamais l'être. C'est une victoire tranquille, une paix durement gagnée, mais elle est à moi. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout.